Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. 6 nouveaux réacteurs nucléaires bientôt mis en chantier, 8 autres réacteurs à l'étude, beaucoup plus de renouvelables. Voilà les annonces d'Emmanuel Macron hier, c'était à Belfort, dans ce qui ressemblait à un morceau de programme pour un futur candidat probablement. Tout cela, ça représente au bas mot des dizaines de milliards d'euros. Est-ce que la France en a le besoin et est-ce que la France en a les moyens? Tout simplement, il y a une question de comment on devient indépendant énergétiquement et comment on le redevient presque, parce que ce sujet du nucléaire, il commence à préoccuper énormément les Français. Je crois que le président de la République a eu raison de dire que maintenant il faut foncer vers ces fameux EPR. Enfin, ça fait quand même déjà quelques mois qu'on en parle. À la Fondation IFRAP, on a fait tous les chiffrages dans les prochaines années pour à la fois caréner les anciennes centrales, c'est-à-dire les prolonger dans le temps, comme ça se passe partout, mais surtout aux États-Unis. Les centrales vont jusqu'à 80 ans aux États-Unis et ça se passe assez bien. Rien que le carénage plus la création de ces 6 nouveaux EPR, c'est entre 100 et 130 milliards d'euros dans les prochaines années qu'il faudra débourser. D'où va sortir l'argent? Ça paraît cher, mais ceux qui proposent de 100% renouvelables, par exemple, et il y en a dans la campagne électorale qu'on a en ce moment, ils sont tout à fait conscients, je pense qu'on est plutôt dans les 400 ou 500 milliards de coûts si on voulait passer au tout renouvelable. Donc de toute façon, tout ça, ça va avoir un coût. Passer par le nucléaire, finalement, c'est plutôt moins cher que passer par du renouvelable. On connaît le problème de l'intermittence, du stockage, tout ça, on ne va pas y revenir. Donc de toute façon, l'idée d'aller vers le nucléaire sur la question technique, sur la question aussi de pouvoir exporter derrière les savoir-faire français, etc. Et sur le coût global, que ce soit financé en partie par l'État, en partie par le privé, de toute façon, c'est moins cher que d'aller vers du 100% renouvelable. On va parler de dette dans un instant en évoquant votre livre. C'est le genre d'investissement qui peut être financé par la dette, même si on en a déjà beaucoup. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit pour les prochaines années pour investir dans notre pays et derrière créer des emplois marchands. C'est ça aussi la question, c'est-à-dire que le problème de la dépense, c'est que souvent, ce n'est pas de la dépense d'investissement. Alors si on est dans de la dépense d'investissement, c'est plutôt positif. Nous, on reproche souvent de s'endetter pour fonctionner. Si on s'endette pour investir, c'est quand même déjà mieux. Si on s'endette pour investir et en plus créer des emplois sur notre sol, c'est encore mieux parce que les panneaux photovoltaïques, souvent, ils ne sont pas produits en France. Les éoliennes sont rarement produites en France, etc. etc. On peut mettre tout ça bout à bout. En revanche, quand on a des emplois dans les centrales nucléaires, les centrales elles sont chez nous et les emplois ils sont dans nos bassins d'emploi. Donc peut-être que là aussi c'est quand même un avantage. Autre sujet du moment, les EHPAD. Après les révélations du livre Les Fossoyeurs, les établissements lucratifs sont mis en cause par certains. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient privés qui pose problème en tant que tel à vos yeux? Alors clairement, le sujet c'est de faire une vraie enquête à la fois dans le public et dans le privé, parce que là on est sur une seule chaîne. Est-ce qu'on n'a pas une question à se poser globalement sur l'ensemble des EHPAD français? Et moi, je ne pense pas du tout que le problème ce soit privé par rapport à public. La question, c'est quel est le contrôle derrière, quelle est la qualité. Et je suis quasiment persuadée qu'il y a le même genre de problème dans des maisons de retraite publiques que ce qui est décrit dans ce livre pour le privé. Le sujet, je pense, il ne faut pas se fourvoyer, dans les prochaines années, comme ce qui s'est passé dans les pays du nord de l'Europe, les entreprises privées vont être amenées en France à gérer de plus en plus de services publics et non l'inverse. Donc la question c'est quoi? C'est celle du rôle de l'État, notamment pour contrôler tout ça, encadrer? Mais le rôle de l'État pour encadrer, mais pas forcément pour gérer. Et c'est toute la question. C'est ce qu'ont très bien réussi nos partenaires du nord de l'Europe. Alors après, il peut y avoir aussi des structures qu'on appelle non-profit, c'est-à-dire des fondations, des associations, etc. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Mais regardez les hôpitaux allemands, ils ont très très bien géré la crise sanitaire et pourtant ils sont gérés pour beaucoup d'entre eux, énormément d'entre eux, d'ailleurs à l'initiative des régions allemandes, par des gestionnaires privés. Et ça se passe très bien. Et au contraire, ils arrivent à faire une meilleure gestion et une meilleure qualité de soins offertes aux patients. Donc ne caricaturons pas, ne tombons pas dans le public contre le privé contre le public. Ça n'a pas grand intérêt pour les Français, je pense. En revanche, se poser la question dans les prochaines années
comment gérer mieux nos services publics, le privé sera évidemment clé dans une meilleure gestion publique. Alors vous publiez Le vrai état de la France, c'est une sorte d'audit chiffré du pays à l'approche de la présidentielle évidemment. À la direction de l'IFRAP depuis des années, vous scrutez les dépenses, la dette publique, mais pardon, mais est-ce que ce travail sert encore à quelque chose? La plupart des candidats font quasiment l'impasse sur la maîtrise des finances publiques, on n'en entend pas parler, y compris de la part du sortant / favori / pas encore candidat. Alors écoutez, je pense que c'est très intéressant parce que vous dites finalement tout le monde s'en fiche de cette question de la dette, du déficit, etc. Mais finalement les candidats qui s'en fichent le plus, ceux qui disent on va continuer à raser gratis, on va continuer à dépenser énormément d'argent public, on va taxer plus, tout ceux-là, clairement, ils sont vraiment au niveau des sondages dans des niveaux extrêmement faibles, pour ne pas dire picrocolins, c'est-à-dire on ne les voit plus. Hein. Mais celui qui survole les sondages à ce stade, Emmanuel Macron, pour le nommer, vient de distribuer des dizaines de milliards d'euros pour maîtriser la facture d'énergie. Ce n'est pas une dépense d'investissement, c'est très coûteux. On n'est pas vraiment dans la maîtrise des finances publiques. Oui, mais je subodore que quand il va rentrer en campagne, il va nous annoncer revenir à une dette à 100% de la richesse nationale à l'horizon 10 ans, un grand plan de baisse de la dépense, une modification du modèle social dans le sens de ce qu'ont fait nos voisins du nord de l'Europe en disant qu'on peut être aidé avec des minima sociaux, mais que si on refuse des emplois, on les perd. C'est à mon avis exactement le discours qui va tenir, qu'on ne s'endettera dans les années qui viennent plus pour fonctionner, mais que pour investir. Vraisemblablement, il sera aussi sur des questions de frein à l'endettement, comme ça s'est passé en Suède, en Suisse ou en Allemagne, avec une règle constitutionnelle qui oblige à ne pas s'endetter quand on est en croissance. Tout ça, à mon avis, on y va direct. Non pas parce que ça fait plaisir de faire les réformes, on sait qu'en France on a tendance à procrastiner, mais parce que c'est ce qu'attendent aussi les marchés qui nous prêtent énormément d'argent. Et je viens de le rappeler, on a des besoins de financement pour l'ensemble de nos administrations publiques de plus de 300 milliards d'euros par an. Ces besoins de financement, il faut bien trouver quelqu'un pour nous prêter. Donc si on continue à, disons, énormément dépenser d'argent sans compter, et d'argent public surtout, sans du tout se préoccuper de la suite, je pense que ce ne sera plus le cas quand la Banque Centrale Européenne, elle a commencé à le dire, va arrêter de faire des rachats de dettes publiques. Mais est-ce que c'est sur ces critères-là que les Français vont se déterminer? Pour le moment, on voit dans les sondages ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir d'achat, et même les patrons ne parlent plus des déficits. Oui, mais je crois qu'ils ont compris aussi que leur pouvoir d'achat, il est entamé par quoi? Par une augmentation des prix. Cette augmentation des prix, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on a voulu éteindre la crise avec des milliards d'argent public, et qu'à un moment, si on ne remonte pas les taux au niveau de la Banque Centrale Européenne, si on laisse filer les prix, ça arrange les États parce que ça tasse le poids de la dette dans la richesse nationale, mais ça n'arrange pas les Français, ça n'arrange pas les ménages. Donc, à un moment, l'inflation, elle vient aussi de la crise et de la gestion de la crise. Et je pense que là, on est dans une compréhension qui n'est pas si mauvaise de nos concitoyens, parce que vous voyez bien, par exemple, quand Mme Hidalgo propose de doubler les salaires des agents publics dans l'enseignement, elle ne monte pas dans les sondages. Donc le truc de dire il y a plein d'argent, c'est magique, ça ne vous coûtera rien, les Français sont en train de comprendre, je crois, que quand il y a un cadeau de l'État, ce sont les Français qui payent, les Français et les entreprises françaises. Il n'y a rien de gratuit qui vient de l'État qui n'est pas payé à un moment. Là, on est en train de payer avec l'inflation. S'il n'y a pas de réforme, demain, on paiera avec des impôts colossaux. Et donc, le sujet, c'est de dire la vérité, c'est ce que j'essaie de faire avec mon livre pour cet audit de la situation actuelle de la France, plutôt que d'avoir cet audit 2 mois après l'élection présidentielle en disant finalement ça va beaucoup plus mal que ce qu'on croyait, il va falloir faire des réformes qu'on n'a pas annoncées dans le programme. Moi je préfère qu'on dise aux Français voilà où on en est et voilà le programme qu'il faut pour relever les défis qui se présentent à nous, et c'est tout à fait possible. Dans ce bilan assez noir que vous dressez, est-ce que vous pointez particulièrement le bilan d'Emmanuel Macron? La dépense ordinaire hors crise et hors relance a progressé de 150 milliards d'euros sous son quinquennat. C'est ce que nous dit notamment ce matin le député Gilles Carrez dans l'Opinion, qui est un grand spécialiste des finances publiques. Oui, je pointe ces éléments, c'est-à-dire qu'on n'a pas freiné du tout la dépense
public hors crise et que les plus de 700 milliards de dettes, enfin autour de 700 milliards de dettes qu'on va avoir à la fin de l'année 2022 depuis le début du quinquennat, cette dette, elle ne vient pas que de la crise Covid, elle vient aussi du fait qu'on n'a pas du tout finalement fait les réformes de fond. La réforme des retraites par exemple. Dès que le gouvernement est arrivé au pouvoir, il a dit mais finalement je ne fais pas la réforme tout de suite, j'attends un peu, je vais consulter, etc., etc. Et puis on a perdu finalement 5 ans sur les retraites, alors que même François Hollande, avec la réforme Touraine, il avait quand même resserré un peu les boulons pour augmenter le nombre d'annuités. Donc là il y a vraiment quelque chose de très très important, c'est-à-dire que moi je ne fais pas le bilan du quinquennat, ça ne m'intéresse pas. Le sujet c'est où en est la France. Je parle depuis les années 80, les emplois qu'on a perdus dans l'industrie, le déficit commercial qui depuis le début des années 2000 n'a fait que augmenter. On était à l'équilibre au début des années 2000. Maintenant, on est à moins 84 milliards de déficit commercial de la France. Tout ça, ce n'est pas imputable que à ce gouvernement, mais finalement, on est toujours le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus et qui travaille le moins. Et faire croire à nos compatriotes qu'en dépensant toujours plus, qu'en taxant toujours plus et qu'en travaillant toujours moins, on va s'en sortir, on va être meilleur que les autres, alors que tout le monde peut le voir. On est maintenant 23e dans les classements internationaux en finalement richesse par habitant et qu'au début des années 80, on était dans les 11e. Ça veut dire qu'on a perdu énormément de place. On est à 39 000 € par habitant en richesse nationale. Dans les pays du nord de l'Europe, c'est plus de 60 000. Vous êtes engagé dans une petite bataille de chiffres avec Bercy. Vous parliez tout à l'heure de 300 milliards d'euros à emprunter chaque année sur les marchés pour financer ou refinancer notre dette. Du côté de Bercy, on conteste ce chiffre. Oui, parce qu'en réalité, je parle des besoins de financement de toutes les administrations publiques confondues. État, Sécu, collectivité. Voilà, il n'y a pas que l'État. Et je trouve ça très dommage que dans les besoins de financement, les tableaux de besoins de financement qu'on passe au Parlement depuis Bercy, ce ne soit pas toute administration publique confondue. Parce qu'on ne peut pas parler que de l'État. L'État, c'est une partie de la dépense publique, mais ce n'est pas la totalité de la dépense publique. On sait bien que la dépense sociale, elle est aujourd'hui à 800 milliards d'euros. L'État, c'est beaucoup moins que ça en budget. Donc il faut à un moment dire les choses aussi clairement aux Français. On a encore des besoins énormes de financement. Alors, vous savez, en 2023, par exemple, c'est assez simple de faire le compte, il y a environ un peu plus de 175 milliards d'anciennes dettes qui vont arriver à échéance. Et le déficit public va être d'au moins 115 milliards, c'est ce qui est dans le programme de stabilité qui a été transmis par le gouvernement. Donc déjà, vous voyez bien qu'on est autour des 300 milliards de besoins de financement. Alors, on peut toujours ergoter, on peut dire qu'une partie n'est pas levée sur les marchés, une partie va passer par de l'emprunt bancaire, une partie ceci, une partie cela. Mais ça reste des besoins de financement qui ne sont pas comblés par les recettes fiscales ou par d'autres recettes. Donc là, il y a une difficulté, c'est déjà mettre les vrais chiffres en face de la situation actuelle. Et visiblement, on n'a pas toujours le droit d'en parler, mais pourquoi ? Parce que les taux sont en train d'augmenter. Le taux de 0,65% sur 10 ans pour le moment. Là, on est à 0,71 là. Hein, donc, c'est à 10 ans, ça y est, on a pris un point depuis un an. Hein. Donc dire que les taux ne vont pas augmenter de 1, 2, 3 points dans les prochaines années ou dans les prochains mois, personne n'en sait rien. Et là, il y a un effet boule de neige sur la charge de la dette. Parce que moi, on me répond, mais oui, mais ce sera dans 10 ans qu'on aura une charge de la dette à 80 milliards. Mais ce n'est pas du tout vrai. Si on a des taux qui augmentent de 3 points, de 4 points, très rapidement, au bout de 4 ans, 5 ans, on se retrouve avec une charge de la dette totale autour des 80 milliards d'euros. Donc, arrêtons de se dire qu'en faisant l'autruche, en ne regardant pas les chiffres, ça va résoudre le problème tout seul. Ça ne résoudra pas le problème tout seul. On a besoin aussi, en tant que citoyen, de plus de transparence de nos gestionnaires de la dette, de nos gestionnaires à Bercy, et aussi vis-à-vis de nos parlementaires, qui sont souvent dans le flou. Je fais tout un chapitre sur qui détient la dette française. Comment ça se fait que, alors qu'aux États-Unis, il y a des informations du Trésor américain qui disent à peu près les montants qui sont détenus pays par pays, nous, on soit dans le flou le plus total. On ne sait pas combien de dettes françaises est détenue en Chine, par exemple. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Question de souveraineté, évidemment. Non, mais il y a vraiment des questions à se poser. Et nos parlementaires posent des questions à l'administration de Bercy et ils n'ont pas de réponse.
Je prends pour finir quelques-unes des têtes de chapitre de votre livre. 85 milliards de déficit commercial, 2,5 millions de Français partis à l'étranger, 1,7 actifs pour financer un retraité, 7,1% de travailleurs pauvres, 888 homicides par an. Est-ce que rien ne va dans ce pays à vos yeux ? Évidemment, il y a des choses qui vont, mais il y a d'autres pour le dire. En ce moment, on entend la petite musique de l'avalanche des bonnes nouvelles. La croissance extraordinaire depuis 50 ans, le chômage au plus bas, le déficit qui est moins élevé que prévu, la dette qui décroît toute seule, etc. Donc tout ça, on n'a pas besoin de chercher très loin pour entendre cette avalanche des bonnes nouvelles. Mais cette avalanche de bonnes nouvelles, elle cache aussi une situation qui est beaucoup plus préoccupante. Moi, je ne nie pas qu'il y ait des bonnes nouvelles. Je dis attention, ne restons pas dans un petit nuage jusqu'au 10 avril en se disant que tout est réglé. Sur le chômage, tout n'est pas réglé. En plus des personnes qui sont comptées dans les 7 et quelques pourcents dont on nous dit qu'ils sont au chômage, il y a plus de 1,8 million de personnes qui sont dans le halo du chômage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail, mais ils ne sont peut-être pas disponibles tout de suite, donc on ne les compte pas dans les statistiques de demandeurs d'emploi. Donc, alors, on va dire, ah bah oui, mais il y a du halo du chômage dans tous les pays. Mais moi, j'ai fait l'addition entre les demandeurs d'emploi qui sont comptés dans le chiffre du chômage et ceux qui sont dans le halo du chômage. En France, on est autour de 12%. Et en Allemagne, on est autour de 7%. Alors, vous voyez, on n'est pas tout à fait, on ne boxe pas encore dans la même catégorie. C'est pareil sur la question des travailleurs pauvres. On dit en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui ont des mini-jobs, etc. Bah, finalement, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, on a plutôt 7% de travailleurs pauvres en France et plutôt 3% en Allemagne. Donc, à la fin du fin, il faut peut-être qu'on se dise, bah oui, si on produit dans notre pays, si on ne fait pas fuir les entrepreneurs, ceux dont on dit qu'il faut les taxer plus en permanence, hein, j'ai encore entendu Jean-Luc Mélenchon qui dit au-delà de 12 millions d'euros de succession, il faut tout prendre. Bah, avec des discours comme ça, on fait partir les talents, on fait partir ceux qui créent des richesses, on fait partir les emplois. Donc réveillons-nous. Si on a un déficit commercial aussi mauvais, c'est aussi parce qu'on a une fiscalité qui, même si on a des licornes, mais ça ne suffit pas, hein, une fiscalité qui est anti-entrepreneuriale, anti-investissement en France, anti-création d'emplois en France. Donc, et ça vient aussi du financement du modèle social, ça vient du fait qu'on n'évalue pas les dépenses publiques. Donc, moi, je propose une chose toute simple dans ce livre, et c'est tout à fait possible. On part de tellement loin que ça donnera tout de suite des résultats. C'est dépenser moins, taxer moins, travailler plus. Ça tient en 3 lignes. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous.